Bienvenue dans le débat. Dernière semaine de campagne avant le scrutin du premier tour des législatives. C'est dimanche. Les derniers sondages donnent toujours le RN en tête des intentions de vote. Jordan Bardella qui a dévoilé les grands axes du programme du Rassemblement national lors d'une conférence de presse. Gabriel Attal, de son côté, était en campagne à Dijon. Et Emmanuel Macron s'est adressé directement aux Français dans une lettre publiée dans la presse régionale. Le chef de l'État qui assure qu'il agira jusqu'en mai 2027 et qui encourage les électeurs à choisir le bloc central. La gauche se divise sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui n'exclut pas de gouverner le pays, mais les écologistes affirment qu'il ne sera pas Premier ministre et que le candidat de la gauche sera choisi par consensus des 4 partis. Alors on va faire un point ensemble sur cette campagne à une semaine du scrutin du premier tour. On va revenir sur la conférence de presse de Jordan Bardella ce matin, la campagne à gauche, mais aussi les propositions du côté de la majorité. Et on va revenir donc sur la lettre d'Emmanuel Macron. Que signifie-t-elle? Le président, finalement, se prépare-t-il à différents scénarios possibles, dont celui d'une cohabitation? Pas les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Andevelde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service enquête de Marianne, auteur de plusieurs livres. L'un, c'est L'ambigu Monsieur Macron. Et le dernier, donc le plus récent que l'on voit à l'image, L'emprise, la France sous influence. C'est édité au Seuil. Merci d'être là. En face de vous, Yves Tréhard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et éditorialiste également donc, dans ce journal. Bruno Cotresse est avec nous ce soir. Bonsoir. Politologue, chercheur au CEVIPOF, également enseignant à Sciences Po. Bienvenue. Et puis en face de vous, Christelle Craplet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de BVA Opinion. Merci d'être là également. Avant de démarrer cette discussion, on va regarder le tout dernier sondage IFOP fiducial pour le Figaro. Et vous voyez que le RN a progressé légèrement à 36%, le nouveau Front populaire 29,5%, 20,5% pour la majorité présidentielle, 7% pour LR et divers droites. Yves Tréhard, on parle du RN, la dynamique, elle reste la même. Ils ont encore progressé. Ça pourrait être quoi, entre 220 et 260 sièges. C'est ça ce que montrent les sondages? Oui, même s'il faut faire très attention, parce qu'avant le deuxième tour, parler des sièges, c'est toujours un peu périlleux dans la mesure où vous pouvez avoir des triangulaires au deuxième tour. Enfin bon, ça complique la chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Donc, il faut minimiser un petit peu. Oui, sauf que, je réponds à votre question sur la dynamique, évidemment qu'il y a une dynamique. Et ce qui était incroyable, c'est que le président de la République, quand il a dissous, il a dit aux Français, je me demande si vous n'êtes pas trompés ou on va revoter. Mais c'était évident qu'en revotant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, la dynamique continuerait, puisque c'est une dynamique assez étonnante d'ailleurs, parce qu'elle est très forte. Et entre 2 scrutins qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui finalement rassemblent les mêmes Français, c'était assez logique qu'on retrouve à peu près les résultats des européennes. C'est assez logique, mais ça vous étonne tout de même, c'est ce que vous dites. Ah oui, parce qu'elle est forte, cette dynamique. Elle est très très forte. Christelle Craplet, est-ce qu'il y a une réserve de voix pour le RN encore? Alors, il a beaucoup mobilisé son camp lors des européennes. C'était un des électorats qui était le plus mobilisé, contrairement notamment à celui d'Emmanuel Macron. Donc, quelque part, on peut se dire, peut-être a-t-il fait le plein, mais je n'en suis pas certaine parce que maintenant, il mord dans toutes les catégories de population. Donc, mathématiquement, s'il y a plus de participation à ce scrutin, il n'y a pas de raison qu'eux aussi n'en bénéficient pas. Bruno Cotresse, donc le taux de participation sera décisif en fait sur... C'est une variable importante, ça c'est sûr, notamment pour ces fameuses triangulaires. Mais c'est vrai que la dynamique est assez impressionnante parce que rappelons quand même que si on cumule les élections européennes et maintenant ces élections législatives, ça fait maintenant des mois et des mois que le Rassemblement national est en tête de toutes les enquêtes d'opinion dès lors qu'il s'agit de prédire qui pourrait gagner les élections. Donc c'est quand même assez impressionnant et d'autant plus qu'au moment des élections européennes, comme ça faisait des mois, l'électorat s'est prononcé un peu en connaissance de cause. Et c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. L'argument du chef de l'État de dire « je vous redonne la parole » le soir même d'une élection est un argumentaire qui était un peu difficile à décoder. On voyait mal quelle était la rationalité de tout ça, la grande motivation du chef de l'État, parce que les Françaises et les Français avaient voté le 9 juin en toute connaissance de cause. On pourrait atteindre la majorité absolue, Bruno Cotresse? C'est pas un scénario qu'on peut rejeter d'un revers de la main. Je pense que ça fait partie toujours des scénarios qui sont sur la table. Habituellement, au scrutin majoritaire,
un parti politique qui a un niveau de score aussi élevé, au-delà de 35-36%, avec un bon écart avec le numéro 2 de l'élection, normalement, c'est une dynamique. Alors voilà, il faut être prudent. Il y a la question, effectivement, des triangulaires. Triangulaires et surtout, derrière les triangulaires, les éventuels désistements. Marc Andevelde. Là, la dynamique concerne manifestement toutes les catégories sociales, y compris les CSP+, notamment une partie manifestement de l'électorat traditionnel d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est à noter. Il y a un autre élément dont on Ils sont déçus par Macron, ceux-là ? Manifestement. Il y a un autre élément dont on parle assez peu, c'est que le Rassemblement national a siphonné les voix qui se portaient ces derniers mois sur Reconquête, y compris aux européennes. Donc ça a aussi consolidé, et c'est ce qui frappe aujourd'hui l'opinion et les commentateurs sur ce chiffre-là, en tout cas sur ce sondage-là, de 36%, c'est quand même assez frappant. Et l'autre élément que je voudrais souligner, c'est que la dynamique, en tout cas, n'a pas l'air d'être du côté du bloc central, parce que là, en tout cas, sur ce sondage-là, la majorité présidentielle s'effrite certes d'un demi-point, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est une dynamique actuellement. Vous pensez aussi qu'il pourrait atteindre la majorité absolue ? Ah oui, Pour l'instant, les sondages ne le montrent pas. Mais ça paraît possible. S'il y en a un camp qui peut l'obtenir, c'est effectivement le Rassemblement national, parce que je pense qu'en plus, il risque d'y avoir une dynamique après le premier tour. Elle va continuer, cette dynamique-là. Et il pourrait y avoir une majorité absolue, ce qui voudrait dire que Jordan Bardella s'installerait à Matignon. Jordan Bardella qui a dévoilé les grands axes du programme du RN ce matin, justement, il a donné une conférence de presse. Il s'est posé comme la seule alternative crédible au camp présidentiel, se dit prêt à gouverner dans le cadre d'un programme basé sur le pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et la maîtrise de l'immigration. Je vous propose un florilège de cette conférence de presse. La relance du pouvoir d'achat, le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire, la reprise en main de notre politique d'immigration seront les priorités de notre action. Pour être juste, il faut être réaliste. J'entends par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances rectificative baisser la TVA, vous le savez, sur les énergies, le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité. Baisse des taxes d'un côté, dérogation aux règles européennes de l'autre pour renouer avec un avantage comparatif historique du pays. Ces deux mesures fortes permettront de redonner de l'oxygène à nos compatriotes. Nous entendons ramener le pays à la raison budgétaire en réalisant les économies qui permettront de financer l'intégralité des mesures de pouvoir d'achat et les ajustements que nous apporterons, par exemple, au système de retraite. Christelle Craplet, comment vous l'avez trouvé ? En tout cas, il continue sur sa stratégie de respectabilité et on peut dire que il donne le sentiment qu'il est prêt à gouverner. Nous, dans les enquêtes, on voit bien quand même qu'il est devenu beaucoup plus populaire. On a un baromètre chez BVA de cote d'influence et il est passé numéro 1 devant Édouard Philippe, ce qui montre quand même qu'il bénéficie d'une réelle dynamique sur son nom dans l'opinion publique. Il nous a livré sur la forme quelque chose qui s'apparentait presque à un discours de politique générale ce matin, dans la tonalité, dans la posture générale, avec au fond une tonalité qui était le changement arrive. En gros, c'était ça le message, avec un certain nombre d'annonces qui étaient au fond, ça faisait pas catalogue parce que c'était centré autour toujours de cette fameuse dichotomie qu'il a installée entre les mesures d'urgence, c'était la première partie de son discours, et puis les mesures de réforme, la deuxième partie. Et sur les mesures d'urgence, il est effectivement sur ces 3 points fondamentaux, à la fois le pouvoir d'achat, sur les questions de baisse de la TVA sur l'énergie en particulier, la question de la sécurité, la question de l'immigration aussi tout de suite, qui sont des points sur lesquels il sait que les républicains qui se sont rapprochés du Rassemblement national sont au fond également sur la même idée, 3 points fondamentaux. Donc je l'ai trouvé sur quasiment une posture de discours de politique générale. Marc Andevelde, un discours de politique générale, c'est comme ça que vous le... Non, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, le changement arrive. Je lui mettrai un bémol, parce qu'en fait, il est dans un discours de continuité sur le plan économique. En réalité, il parle de raisons budgétaires, dont finalement, il a reculé sur la question des retraites. C'était quand même un axe fort de leur discours au Rassemblement national. Il ne dit pas non plus comment c'est financé, toujours il ne dit pas non plus comment c'est financé, mais on va dire que depuis 2, 3, 4 ans, en tout cas depuis 2022, on sait très bien que le Rassemblement national essaye de donner des gages au milieu économique. Ils ont essayé de rencontrer énormément de chefs d'entreprise, de responsables du CAC 40. Alors tout ça se fait dans des réunions secrètes ou à l'écart des caméras, mais il y a une tentative de séduction de la part du Rassemblement national du côté des dirigeants économiques. Mais ils ont réussi cette tentative. Je ne suis pas sûr que ça, pour le coup, ça convainque beaucoup l'ensemble de leur électorat.
Yves Tréhard, ils arrivent à convaincre sur le plan économique, là on parle d'un big bang de l'autorité dès la rentrée à l'école. Il y a des mots qui sonnent... suppression du droit du sol, ça c'est... Oui, ça c'est leur marotte, c'est des choses qui sont régulièrement avancées par le Rassemblement national. Mais je dirais que à la limite, c'est pas très grave le contenu. Parce que les électeurs, ils votent pour eux parce qu'ils veulent que les autres... Ils votent plus pour le contenu, les électeurs. Donc... Non, enfin, ils sont... Enfin, le Rassemblement national... C'est une chose importante quand même, le droit du sol. Oui, mais il fait attention sur l'économie. Il dit, et d'ailleurs c'est un cache-sec, si vous me permettez l'expression, il dit, on fera un audit. On sait ce que ça veut dire. Quand vous faites un audit, ça veut dire que vous voulez gagner du temps, vous n'êtes pas du tout sûr de vos mesures. Mais sur le reste, je pense que le vote des électeurs, des Français, parce qu'ils touchent, comme ça a été dit tout à l'heure, toutes les catégories de la population, ils votent pour lui parce que les gens veulent changer. Ils veulent du changement, ils veulent eux. Ils leur font confiance, ils sont prêts à leur donner les clés, ils ont tout essayé, rien ne marche, c'est avec eux que ça va marcher. Ils veulent du changement, mais pourquoi leur font-ils parce qu'il y a des mots qui sont magiques, autorité, vous voyez bien qu'on est dans... Il y a des faits divers horribles, il y a une insécurité. Emmanuel Macron parlait déjà d'autorité. Oui, mais il ne se passe rien. Darmanin. Oui, je sais, mais les Français ont le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose. L'école, ne serait-ce que, vous voyez, laisser les portables à l'entrée de... Ce qui va être très difficile à réaliser, mais... Ça faisait pas partie des propositions aussi de Gabriel Attal à un moment donné, de laisser le portable... Bien sûr. Mais vous voyez, moi, ce que je crois, c'est que ils sont élus sur leur bonne mine et sur le fait qu'ils n'ont jamais gouverné, alors que tous les autres ont été essayés. Oui, je pense que ça, c'est un point important, effectivement. Oui. Le côté, en fait, ils ne sont pas comptables d'un échec par le passé. Et dans un univers de grande défiance à l'égard de l'ensemble du personnel politique, on se dit peut-être qu'eux y arriveront. Et puis l'autre élément qui me paraît important, c'est qu'ils ne font plus tellement peur aujourd'hui. On a posé la question en cas de majorité absolue du Rassemblement national, est-ce que ça vous inquiéterait ? On a moins d'un Français sur deux aujourd'hui qui nous disent que ça les inquiète. Et c'est même le parti qui suscite le plus d'espoir, à 33%. Donc derrière, ce n'est pas seulement de la colère, c'est aussi, pour une partie de l'électorat, la volonté d'essayer peut-être quelque chose de différent qui, cette fois-ci, portera ses fruits. Marc Andel, son âge, 28 ans. Oui. Oui, alors le Rassemblement national profite également de la stratégie d'Emmanuel Macron depuis 2017. C'est aussi Emmanuel Macron qui a fait du Rassemblement national le principal opposant à sa politique. Sure. Donc la crédibilité en termes de posture alternative du côté du Rassemblement national, elle a aussi été construite par le chef de l'État depuis 7 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le chef de l'État paye sa stratégie parce que finalement, les Français, on va dire, achètent d'une certaine manière le discours présidentiel en disant la seule alternative, c'est le Rassemblement national. Et ça, c'est également la conséquence de son discours qui renvoie la gauche également à l'extrémisme. Et il ne fait pas de la gauche une alternative, il fait finalement de Rassemblement national une principale alternative. Et de lui-même, aujourd'hui, il a expliqué que le résultat des législatives sera la faute de personne. Mais en réalité, sur ces 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron porte une écrasante responsabilité. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'augmentation des députés RN à l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu ça depuis 20 ans, 30 ans dans la vie politique française. Donc il a institué le Rassemblement national comme principale alternative politique dans le pays. Bruno Cotresse, vous êtes d'accord ? Donc c'est en fait une sorte d'effet boomerang qui se passe ? C'est certain qu'il y a un effet boomerang. D'abord, le fait d'avoir appuyé sur le bouton dissolution et de voir les résultats qui sont attendus, là, c'est le gros boomerang, effectivement. Mais globalement, c'est vrai que la construction politique du macronisme, quelque part, a généré presque automatiquement le développement des pôles extrêmes. Rappelons-nous quand même l'ambiance d'il y a 7 ans, dans la foulée de sa première élection, où du côté de la majorité présidentielle d'abord, on n'avait jamais de mots assez durs pour parler du Parti socialiste ou des Républicains, pour décrédibiliser ce qu'ils avaient voulu faire. On parlait de l'ancien monde. Donc cette explosion de l'ancien monde, de ces partis politiques. Et aujourd'hui, ils s'en sont toujours d'une certaine manière pas remis. Et à l'intérieur des deux familles politiques de la gauche et de la droite, ce sont les acteurs les plus radicaux qui ont prospéré, qui se sont développés. Effectivement, la progression en nombre de députés du Rassemblement national est assez impressionnante, puisque on est passé d'un seul coup en 2022 à 89. Et puis là, on serait maintenant peut-être 2,5 fois plus, peut-être même un peu... Enfin, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a construit tout son discours sur l'idée qu'il était, lui, le rempart contre ce développement du Rassemblement national,
paradoxe ultime, c'est lui qui appuie sur le bouton qui va peut-être générer cette situation. Paradoxe ultime, Yves Tréhard, donc cette explosion de l'ancien monde, c'est aussi l'une des causes de ce qui se passe aujourd'hui. Comme disait l'un de ses anciens premiers ministres, Édouard Philippe, les poutres continuent à bouger. C'est-à-dire que les poutres du paysage politique continuent à bouger. Il est rattrapé. Vous savez, souvent on dit que quand vous jouez avec le diable, vous vous faites bouffer par le diable, et c'est ce qui arrive à Emmanuel Macron. Ça a marché en 2017. Alors ça a marché, oui. Non, mais en 2017, il gagne. Je dirais qu'il renvoie tout le monde à ses chères études. Enfin, c'est le choix qu'ont fait les Français. En 2022. Il arrive à se faire réélire contre Madame Le Pen, mais Madame Le Pen continue à progresser, et maintenant c'est elle qui va l'absorber, qui va absorber le président qui pourrait absorber le président de la République. C'est pas les votes n'ont pas encore eu lieu, mais on est dans cette situation-là, et on est dans un temps court aussi, c'est-à-dire que les Français ne sont pas patients, ils en ont assez, et je crois qu'il y a eu un phénomène d'usure pour le président de la République, qui a été d'ailleurs exprimé tout à fait étonnamment par un de ses ministres, M. Béchu, qui était un ministre qui n'était pas très populaire, enfin pas très connu, et qui a dit mais le président de la République est usé, vous vous rendez compte un peu. Donc il y a ce phénomène-là. Je pense que les Français aujourd'hui veulent passer à autre chose. À gauche, la place que doit occuper Jean-Luc Mélenchon fait l'objet de tensions. Mélenchon qui n'exclut pas, a-t-il dit ce week-end, de gouverner le pays. Je ne l'élimine pas et je ne m'impose pas. Fabien Roussel, du Parti communiste, lui affirme que Mélenchon à Matignon, ça n'a jamais fait l'objet d'un accord. Les écologistes, aujourd'hui, affirment qu'il ne sera pas Premier ministre, que le candidat de gauche sera choisi par consensus des 4 partis. Donc il y a des querelles à gauche au sein de ce nouveau Front populaire. On va d'abord écouter Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT. Le nouveau Front populaire, contrairement à ce qui est véhiculé, ce n'est pas... excusez-moi, j'ai entendu M. Jospin hier soutenir le nouveau Front populaire. Vous me direz si M. Jospin est un affreux gauchiste. Et donc, j'en entends d'autres comme ça. Donc, il faut arrêter cette caricature de 2 extrêmes et d'une position centrale, parce que c'est mortifère pour le vote in fine. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, vous avez bien compris, c'est ce qui se passera le 7 au soir. Si c'est Laurent Berger ou Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même histoire à gauche. Mais ça peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Faut arrêter ces histoires-là. Il est rejeté partout. Mais il peut dire tout ce qu'il veut. Il essaie de tout dynamiter. Vous savez, il y aura des artisans du chaos partout. Ce qu'il faut, c'est de l'apaisement, de la réconciliation et la capacité à se parler et à passer des compromis. Marc Andevel, justement, sur cette posture, finalement, de Laurent Berger, qui dit c'est impossible que ça soit Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, pour l'instant, ils sont encore très divisés sur cette question. Ça pose problème. Oui, moi, ça me fait penser à un congrès du PS, en fait, parce qu'en plus, il y a même François Hollande qui candidate sous l'étiquette Front populaire. Je ne suis pas sûr que ça soit à la hauteur, en tout cas, des événements actuels, politiques assez graves, en tout cas du point de vue de la gauche, et y compris du côté du peuple de gauche qui attend d'abord l'unité avant tout. Et effectivement, il y a les opposants du Front populaire qui attaquent et qui pilonnent le Front populaire et le nouveau Front populaire de toutes les manières. Mais on peut dire également que les différents dirigeants du Front populaire devraient axer davantage leur discours sur les propositions qu'ils font aux Français. D'ailleurs, c'est le programme le plus constitué de l'ensemble des forces politiques là, qui se présentent aux législatives. C'est celui qui est le plus abouti, c'est le carnet de programme le plus important comparativement aux autres offres. Et pourtant, en tout cas médiatiquement, on entend peu les leaders sur ces programmes-là, son programme-là. Bruno Cotresse, 29,5% tout de même dans le dernier sondage IFOP fiducial pour le Figaro, je le rappelle, pour le nouveau Front populaire. Donc c'est loin derrière le RN, mais bon, ça a un petit peu progressé. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Oui, on est pratiquement au même total que l'ensemble des listes de gauche. Aux élections européennes, on était à 31 à peu près, donc on voit qu'effectivement, il y a un deuxième bloc qui est assez solidement installé. Alors il y a évidemment des éléments qui sont des éléments qui ne sont pas que les questions de leadership, qui peuvent aussi révéler certaines... Je ne suis pas complètement sûr que si on mettait l'ensemble des mouvements politiques du Front populaire autour de la table du gouvernement, tout le monde serait parfaitement d'équerre et parfaitement d'accord sur les conséquences économiques des mesures qui sont annoncées, les questions de politique fiscale, les questions européennes également. Donc on retrouve une gauche avec des éléments de différenciation qui existent depuis maintenant un bon moment. Mais par contre, c'est vrai que l'aspiration à l'unité parmi les électeurs, les sympathisants, elle est très forte. Rappelez-vous l'épisode de la primaire populaire en 2022,
qui avait suscité beaucoup d'espoir, Christiane Taubira, et qui était vraiment sur cette question. Donc les électeurs de gauche souhaitent qu'ils soient unis. Très clairement qu'il y ait de l'unité, et ils ont le sentiment que leur leader politique leur offre un spectacle de division maintenant depuis assez longtemps. Mais Christelle Craplet, par exemple, les électeurs de Raphaël Glucksmann aux européennes, eux, s'opposent à cette union des gauches. On l'a bien vu d'ailleurs ce week-end. Pas tous, parce qu'effectivement, il y a une volonté, je rejoins ce que dit Bruno, il y a une volonté d'union très forte de la part des sympathisants de gauche pour essayer d'y arriver, a fortiori dans un scrutin aussi complexe que celui des législatives, où quelque part on n'a pas le choix que de s'allier que si on veut des députés. Et quand on focalise spécifiquement sur les électeurs de Raphaël Glucksmann, on a un quart à peu près qui effectivement ne se reconnaît pas dans cette alliance et dit qu'ils vont voter ou de voter pour Renaissance. Mais ce n'est qu'un quart. Pour les autres, ils se tournent quand même vers le nouveau Front populaire. Ils nous disent que c'est quand même une source d'espoir. Donc, est-ce que c'est par fatalisme, par dépit ou vraiment par adhésion sur le fond? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté. À un moment, il y a la chance d'avoir ce nouveau Front populaire. On y va quand on est sympathisant de gauche. Modulo, effectivement, le quart qui, lui, se tourne plutôt vers Renaissance. Oui, c'est ceux qui ont voté pour Raphaël Glucksmann qui, eux, se sentent trahis. Parce que justement, franchement, Jean-Luc Mélenchon et les LFI ont tapé sur Raphaël Glucksmann pendant toute... Il y a deux gauches. Les deux gauches irréconciliables. Là, elles veulent se réconcilier. Il y a deux gauches, mais il y a un intérêt électoral. Voilà. Il y a deux gauches, c'est évident. Monsieur Mélenchon pense absolument pas la même chose que Monsieur Hollande. Il le déteste d'ailleurs. Il estime qu'il n'a aucune estime pour lui. Mais il y a un intérêt électoral, c'est qu'ils arrivent quand même à constituer une force qui va compter, qui va peser dans le futur hémicycle. Alors, pourquoi il y a deux gauches? Parce que Mélenchon n'a pas du tout les idées des autres. Mélenchon dit... Il a une stratégie révolutionnaire. Il a un pari révolutionnaire, Mélenchon. Il ne veut pas gouverner. Son agenda, c'est pas les législatives, là. C'est la présidentielle de 2027. C'est ça qu'il vise. Et donc, ce qu'il veut, c'est que d'ici à 2027, et peut-être très vite après les législatives, si jamais le pays devient ingouvernable faute de majorité, il veut bordéliser le pays. C'est son objectif. Et il en appelle à tous ceux qui se considèrent comme et qu'il considère comme des réprouvés de la République, c'est-à-dire les minorités, les quartiers, c'est eux qui va chercher, c'est leur vote qui va chercher. Et sa stratégie, jusqu'à présent, elle n'a pas été complètement perdante, puisque si la gauche résiste à tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est un peu grâce à lui. Oui, mais le score de Glucksmann, par exemple, met ça en compte. Oui, mais le score de Glucksmann, c'était le même, celui de Jadot, il y a 5 ans. Et Glucksmann a fait une erreur stratégique, à mon avis. C'est que le soir du premier tour, le soir des européennes, et quand il y a eu la dissolution, il a dit « Mais moi, c'est moi qui vais conduire la liste des sociodémocrates ou de la gauche pour les législatives. » Or, il n'a rien dit. Et là, c'était laisser une autoroute ouverte à Mélenchon. Mercandveld. Il ne pouvait pas le dire, Raphaël Glucksmann, le dimanche. Non, mais il aurait pu le dire très vite. Oui, mais il n'aurait pas forcément été soutenu par le Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste le Parti socialiste est lui-même divisé. Il ne s'embarrasse pas de ça, Mélenchon, lui. Ah oui, Glucksmann, son allié, c'était le Parti socialiste. Et donc, au Parti socialiste, il y avait des gens qui étaient pour Glucksmann et d'autres non. Concernant l'électorat de Glucksmann, il faut pas sous-estimer ce qui était noté tout à l'heure. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a une partie de son score, comme celui de Jadot, même celui de Mélenchon en 2022, qui est une dynamique de vote utile à gauche. Donc, ce dynamique de vote utile, c'est un dynamique de vote unitaire du côté de l'électorat de gauche. Bruno Cotrasmi, alors le problème, c'est que par exemple pour les débats, ça va changer. Donc demain, ça va être Manuel Bompard face à Gabriel Attal. Et puis le surlendemain, ça va être Olivier Faure. Donc est-ce que d'un point de vue de la communication, de la campagne, ça ne pose pas problème quand même? Pour reprendre la devise de l'Europe, ça veut symboliser l'unité dans la diversité, on veut dire. Voilà. Mais c'est vrai que cette question on ne connaît pas quel est le porteur. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. D'une certaine manière, c'est bien que des formations politiques veuillent mettre en avant les questions programmatiques avant les questions de leadership. Mais quand même, à un moment donné, il se trouve que là, la question de leadership, elle est un peu corrélée aussi à la question programmatique. Si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est Premier ministre, ça ne donne pas forcément la même nuance, on va dire, ou la même tonalité que si ça serait Olivier Faure, Raphaël Glucksmann. Voilà, ça ne donnerait pas exactement la même chose. Donc la question de leadership n'est pas une question qui est une question annexe. Jean-Luc Mélenchon
a un certain nombre d'avantages comparatifs. Il sait faire campagne. Il est très populaire dans un certain nombre de segments. On sent bien que les autres, en fait, ne souhaitent pas qu'il intervienne dans la campagne. Voilà, mais du coup, il est devenu effectivement l'objet de toutes les disputes, de toutes les discussions, au détriment un peu d'avancer sur les propositions. Mais dans les enquêtes, c'est quand même aussi un des personnages les plus clivants. Oui. C'est celui qui suscite le plus de jugements très négatifs, et même au sein des sympathisants de gauche. Alors, il conserve une assise très forte auprès des sympathisants LFI, pas du tout auprès des sympathisants des autres partis. ELV, PS, Chéquis, ce n'est absolument pas la figure du consensus, loin de là. Donc il a quand même certaines limites quand on prend les sympathisants de gauche dans leur ensemble. Est-ce que ça veut dire que ça va finir par exploser en vol ou pas avant le scrutin? Non, je pense pas. Ça ne va pas exploser d'ici au scrutin. Le scrutin va avoir lieu. Après, s'ils ne sont pas majoritaires, ils continueront comme ils ont fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils vont s'insulter, des tiraillements. Et ça convient très très bien à Mélenchon, qui lui, il le sait auprès du public, quoi qu'on dise, et quoi qu'en disent les sondages, c'est que c'est la figure de la gauche. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville à une tribune de discours. On retient les discours de Mélenchon. Mélenchon, c'est un homme politique madré, rusé, qui a une culture immense, qui sait jouer avec ses adversaires, qui sait créer de la division. C'est un stratège là où les autres ne sont pas des stratèges. Monsieur Glucksmann, je suis désolé, il est très bon, il est très sympathique, il passe bien, mais ça manque de puissance. Monsieur Faure, qui connaît Monsieur Faure, sans lui faire offense, il y avait la problématique Laurent Berger qui, en fait... Oui, mais Laurent Berger, c'est pas un politique non plus. Laurent Berger, alors lui, c'est un homme de valeur. J'ai pas dit ça, hein, mais attention, c'est un syndicaliste. Puis il en a pas du tout envie. Il n'a pas envie. Raphaël Glucksmann avait suggéré son nom pour prendre la tête, justement, éventuellement. Effectivement, Laurent Berger a dit à plusieurs reprises les mois précédents qu'il n'avait pas envie de devenir leader de la gauche ni président de la République. La clé de voûte de tout ça, c'est effectivement les questions de qui pour porter une candidature de gauche à la présidentielle. Ça reste la question. Mais oui, parce que dans notre système, la Ve République, celui qui peut porter une candidature qui joue la gagne ou qui joue une très bonne place à l'élection présidentielle, forcément, il a un avantage sur les autres, forcément. Et c'est vrai que pour le moment, dans les rangs écologistes, socialistes, communistes, on n'a pas de candidat qui, dans l'opinion, a un facteur d'impact comparable à Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, malgré effectivement l'image très clivante qu'il a. Et il y a une réserve de voix aussi pour la gauche. Il y a François Ruffin qui un petit peu à émerger, même si c'est pas du tout au niveau de Jean-Luc Mélenchon, mais il est à la fois populaire chez les sympathisants LFI et c'est une figure qui est tout à fait acceptée chez les autres. Donc il est un petit peu plus consensuel, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus mis en avant, d'ailleurs, François Ruffin? Parce qu'il n'est pas lié à une structure de parti. Oui. Et c'est son propre combat personnel, d'une certaine manière. Donc à un moment donné, là, on a bien vu par rapport à l'accord électoral, c'est d'abord les partis qui ont primé, que ça soit vis-à-vis de Glucksmann ou que ça soit vis-à-vis de Ruffin. Il y a un élément supplémentaire sur Ruffin. Là, il pourrait jouer une carte parce que c'est des législatives, c'est Matignon. Et d'une certaine manière, par rapport à son image, à ce qu'il a, à son parcours, je le vois plus, entre guillemets, à Matignon. On parlait d'image, de sondage et d'image vis-à-vis des Français. Je ne vois pas encore, pour l'instant, François Ruffin concourir réellement à la présidentielle de 2027. Il n'a pas le costume pour devenir président. C'est pas la même gauche que celle de Mélenchon, en plus. Parce que lui, il voudrait revenir, si vous voulez, à cette gauche traditionnelle, qui s'occupe du peuple, qui parle au peuple, la gauche du travail. C'est pas celle que vise Mélenchon. Mélenchon, lui, il a une toute autre stratégie, qui est une stratégie de rupture avec ça. Et donc, ils ont d'ailleurs, entre eux, ils utilisent un vocabulaire qui est assez fleuri. Hein. C'est pas la grande amitié. Hein. Dans la majorité. Alors, est-ce que c'est déjà l'après-Macron? Édouard Philippe, en tout cas, a affirmé que le président avait, je cite, tué la majorité présidentielle. François Bayrou lui parle de reconstruction. Et on va écouter Gabriel Attal. S'agissant du Rassemblement national, on a vu ces dernières semaines que la façade qu'ils avaient construite sur leur parti pour se présenter comme le parti du pouvoir d'achat des Français était en train de s'effondrer. Ça fait des années qu'ils nous disaient qu'ils étaient le parti du pouvoir d'achat, qu'il y avait des mesures essentielles qui seraient prises dès leur élection s'ils venaient à être élus. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, la baisse de l'impôt sur le revenu ou la suppression pour les moins de 30 ans. Ces mesures-là, tout d'un coup, elles ont disparu. Ils ne sont pas prêts à gouverner. Qu'évidemment, ça se prépare de gouverner le pays, d'être au gouvernement, d'être Premier ministre.
Bruno Cotresse, il dit des choses assez logiques, là, Gabriel Attal. Donc là, si on revient sur le sondage, donc pour la majorité présidentielle, on est à 20,5%. Donc effectivement, très loin du 36% pour le RN et loin aussi du Nouveau Front Populaire qui est à 29,5%. Est-ce qu'ils ont une capacité à remonter la pente ? Très difficile en quelques jours, d'autant que l'exécutif vient de perdre des élections européennes. Et donc ça commence à faire beaucoup. Effectivement, un exécutif qui perdrait, si ça se confirmait, qui perdrait 2 élections de suite en quelques semaines à peine les unes des autres, on voit que le tableau devient quand même très compliqué. Il y a une donnée qui est effectivement cette donnée, un exécutif qui est en poste depuis 7 ans a forcément beaucoup de mal à incarner, au fond, un renouveau, un nouvel élan, malgré que Gabriel Attal ne soit en poste que depuis même pas 6 mois, malgré son jeune âge, etc. Il a quand même est populaire du mal. encore. Oui, bien sûr, mais il a quand même du mal parce qu'il est lié à Emmanuel Macron. Il est quand même dans l'équipe depuis le départ. Mais il essaye de s'en émanciper. Il essaie de s'émanciper, voilà, mais on voit que c'est pas facile. Oui, bien sûr. Oui, non, Ils essayent de s'émanciper d'Emmanuel Macron. Donc Gabriel Attal. Bien sûr, c'est une Édouard cohabitation. Philippe. Si jamais il repassait, ce serait une cohabitation. C'est-à-dire, si la majorité, cohabitation. si la majorité sortante était reconduite, il y aurait une cohabitation. Avec tout ce qu'ils ont dit depuis 4 jours sur le président de la République, comme quoi il avait tué la majorité, comme quoi si je suis mais le élu, programme reste similaire. Finalement, on est dans la oui, continuité. mais c'est tout. Vous savez que c'est beaucoup dans la psychologie. Et Attal dit moi, si je suis reconduit Premier ministre, je serai reconduit par les Français, pas par le président de la République. Quand vous voyez le maire, alors lui, le maire, il parle des cloportes, tous ceux qui sont autour du président de la République. Non, on peut dire que dans la majorité, le président de la République n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui. Oui. Il est seul. Et si cette majorité était reconduite, il serait en cohabitation parce que Attal dirait mais non, moi je suis pas d'accord avec vous, on va faire comme ça. On va écouter l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui elle plaide pour une coalition. Il faut qu'on se retrouve non pas à travers des étiquettes politiques, c'est ça, quand je dis qu'il faut que cette coalition procède du vote des Français, il ne s'agit pas d'étiquettes, il s'agit de valeurs, de sens de l'intérêt général, de la vision qu'on a pour notre pays, qui est une vision de rassemblement, pas d'exclusion, concrètement, et pas d'opposition. Vous n'avez pas réussi. Si demain, nous avons une coalition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, il n'y aura plus besoin de 49-3. Et donc je crois que c'est ça aussi qu'attendent les Français, une majorité claire pour gouverner le pays dans le sens de notre histoire et notre identité. Christelle Craplet, donc elle parle d'une coalition, elle, qui irait, j'imagine, des socialistes jusqu'à LR. C'est un peu ça, la coalition qu'elle défend. Oui, mais c'est un peu compliqué, parce que ça fait 2 ans qu'ils essayent de la construire sans succès. Et on a du mal à voir, là, au lendemain d'une élection où ils seraient vraiment dans le camp de la défaite, comment ils arriveraient à élargir, alors que du côté du PS, ils sont dans le nouveau Front populaire. Du côté du LR, c'est un peu compliqué. On voit mal comment cette coalition pourrait se dessiner. Même avec des triangulaires, ça ne pourrait pas arriver, justement. À ce stade, ça paraît un peu compliqué. Peut-être dans quelques semaines, si le gouvernement ne tient pas, mais à l'instant T, là, ça paraît assez difficile à imaginer. Ça va être intéressant parce que les triangulaires, néanmoins, il y a peut-être des candidats concourants pour le Front populaire qui vont pas vouloir, qui vont pas vouloir continuer avec Mélenchon et les autres. Cela dit, ça serait quand même étonnant parce qu'ils prendraient le risque de se retrouver avec un tout petit groupe. Oui, c'est quand même pas simple. Oui, Marc Andevelde, vous, c'est pas simple, donc c'est ce qu'elle souhaite faire. Mais oui, c'est pas simple. Mais pour revenir et rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure sur cohabitation, Attal, Emmanuel Macron, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, depuis 2022 et le fait que Emmanuel Macron n'a pas eu une majorité réelle à l'Assemblée nationale, en réalité, les petits meurtres entre amis avaient déjà commencé dans la Macronie. Gabriel Attal était opposé en réalité en coulisses à Emmanuel Macron. Édouard Philippe, qui se prépare pour 2027, ou Bruno Le Maire, était également opposé déjà à Emmanuel Macron. Donc en fait, et ça tous les journalistes politiques le savent depuis au moins 2022, la Macronie était devenue une mare de sang, entre guillemets, tellement les pots de banane étaient balancés entre différentes positions. Et d'ailleurs, depuis les européennes, tout le monde se lâche, tout le monde quasiment a lâché le président de la République. Donc, je suis d'accord avec Hitler. Là, aujourd'hui, Macron est un homme seul, parce qu'il ne faut jamais oublier, on parlait de l'aventure d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est une aventure avant tout
personnelle et pas collective. Il n'a pas réussi à constituer une aventure collective. C'est le principal peut-être échec d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, quand Yael Braun-Pivet nous parle de coalition, c'est extrêmement difficile aussi parce qu'en réalité, il y a cette aventure personnelle d'Emmanuel Macron qui bloque aussi cette idée de coalition. Bruno Cotteret, sur la coalition. Rappelons-le, le chef de l'État lui-même a déclaré à 2 reprises qu'il ne croyait pas dans les coalitions. Par ailleurs, je dirais que le problème, c'est un problème technique d'avoir une majorité, hein, bien sûr, mais il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux. Une majorité, d'accord, mais pour faire quoi ? Pour faire quoi si c'est pour dire on est d'accord sur l'unité nationale ? Elle est censée représenter le centre, le grand centre. Oui, mais quelle direction de politique publique ? Qu'est-ce qui se passe en matière de fiscalité ? Qu'est-ce qui se passe en matière d'immigration ? Ce n'est pas des petits dossiers. Qu'est-ce qui se passe en matière de priorité de l'action publique ? Donc parler de continuité, de grand centre, ça dernière difficulté, du côté des députés socialistes, par exemple, qui vont être élus, mais eux, sur leurs affiches, ils ont mis le programme du Front populaire, le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites, la régularisation des sans-papiers. Qu'est-ce qu'on fait quand on a dit ça aux électeurs et qu'après on dirait finalement on fait affaire avec Macron ? Ça devient un peu compliqué. Emmanuel Macron qui s'est adressé directement aux Français dans une lettre qui a été publiée dans la presse régionale hier dimanche et il affirme qu'il agira jusqu'en mai 2027 et il encourage donc les électeurs à choisir, donc je le disais, le bloc central. Yves Tréhard, est-ce qu'il se prépare à un scénario de cohabitation avec cette lettre ? Oui, de toute manière, avec ou sans la lettre. De toute manière, il sait que les chances pour lui d'avoir une majorité... Et quand bien même elle existerait, je pense qu'il aurait quand même beaucoup de difficultés. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette lettre, c'est que le message fort, c'est en gros, ça y est, je vous ai compris, il faut gouverner autrement, vous voulez qu'on vous gouverne autrement. Il faut gouverner autrement. Mais ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Vous vous rendez compte un peu ? 7 ans après, il dit aux Français, c'est pour ça que cette lettre est... D'ailleurs, on lui conseille de ne plus parler. Alors, comme il ne peut plus parler, il écrit. Mais cette lettre, elle a un intérêt très limité. Elle est plutôt contre-productive, d'ailleurs. Mais dire aux Français, en gros, oui, j'ai compris, on va gouverner autrement, les Français ont envie de lui dire, sans doute, pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ? Mais un scénario de cohabitation, justement, qu'est-ce que ça pourrait donner, Bruno Cotteret ? Admettons avec Bardella, ça serait plus conflictuel que les 3 cohabitations qu'on a connues. Et si c'était Jean-Luc Mélenchon Ça semble parti pour effectivement ne pas être dans le modèle des cohabitations où on arrondit les angles. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on a vu la première cohabitation, celle de 1986, qui était une cohabitation de combat. Tout le monde a en mémoire, j'imagine, l'image de François Mitterrand qui préside le Conseil des ministres et qui a en face de lui une équipe qui lui est absolument opposée en tout point. Effectivement, l'atmosphère est extrêmement glaciale. Alors, on a des institutions qui sont solides. Qui ont montré une certaine capacité à s'adapter aux différents changements, aux différentes alternances. Par exemple, on disait que la Ve République ne résisterait pas aux cohabitations, elle a résisté. Il y en a eu 3. Certains disaient qu'elle ne résisterait pas même au changement de 1981, elle a très bien résisté. Donc voilà, on a des institutions qui sont quand même très solides et qui obligent un peu quand même les détenteurs des fonctions à se fondre dans le moule des institutions. L'expérience de 86 a pu effectivement inspirer Emmanuel Macron dans la dissolution, parce que ça a été peu dit ces derniers jours. Mais l'un des mentors politiques d'Emmanuel Macron, c'est Michel Charasse, ancien ministre du Budget de François Mitterrand. Et on a parlé souvent du conseiller d'Emmanuel Macron, qui aurait été un des inspirateurs de la dissolution. Je veux parler de Bruno Roger-Petit, mais en réalité, le vrai inspirateur peut-être de cette dissolution par Emmanuel Macron, c'est en fait feu Michel Charasse, qui est certes mort en 2020, mais qui connaissait Emmanuel Macron depuis son passage à la banque Rothschild. Et Michel Charasse se souvient bien évidemment de l'épisode de 86 entre Mitterrand et la droite. Sauf que la grande différence, c'est qu'en 2027, normalement, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. C'est ça aussi ce qui a surpris beaucoup de gens dans l'univers politique, y compris dans la Macronie, c'est que tout le monde se projetait sur la présidentielle de 2027 en faisant comme si le président de la République, Emmanuel Macron, n'existait déjà plus politiquement. Et lui, il a voulu se remettre au centre du jeu, alors que constitutionnellement, il ne peut pas reprendre la main en 2027. Oui. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir si on peut comparer avec 93-95, la deuxième cohabitation avec Balladur et Chirac. Parce que si Bardella est à Matignon, Madame Le Pen, elle va briguer la présidentielle. Mais souvenez-vous, Balladur, Chirac, ça a été le moment où ils se sont fracturés, fâchés.
et tous les deux sont allés à la présidentielle. Il y en a un qui a perdu, c'était le Premier ministre. Est-ce que M. Bardella, avec l'appétit du pouvoir, avec l'exercice du pouvoir, il ne va pas y prendre goût et puis se dire, finalement, je vais aller à la présidentielle. Alors ça serait assez cocasse de voir Mme Le Pen et M. Bardella se batailler pour l'Élysée en 2027. Christine Craplet. Et puis il y a aussi cette histoire du domaine réservé, pour en revenir au contenu. Donc le chef de maître, est-ce que Emmanuel Macron garderait tout ce qui est politique étrangère parce qu'il est chef des armées, vous vous en doutez? Ce serait compliqué sur ces sujets-là, mais pour revenir sur ils sont en désaccord quand même profond. Oui, sur c'est pour ça que les ce sujets de serait politique compliqué. étrangère. Mais juste un petit point sur ce que vous disiez, effectivement, nous, dans notre baromètre, Jordan Bardella est passé devant Marine Le Pen auprès des sympathisants RN, ce qui effectivement peut le conduire à aiguiser ses appétits pour l'avenir. Sur la politique étrangère, il y a quand même des différences, notamment ces derniers mois, entre Bardella et Le Pen. Le Pen reste sur... elle privilégie, on va dire, une alliance avec Moscou et l'influence de Moscou sur l'Europe, alors que Bardella s'est largement, on va dire, rapproché de l'Occident. Il a fait plusieurs déclarations dans ce sens-là. Et donc là, du point de vue de la politique étrangère, il y a quand même une différence entre les deux figures du Rassemblement national. Et ça s'est vu, y compris outre-Atlantique, où il y a également des différents réseaux qui ont exprimé leur soutien à Jordan Bardella. Qui a dit qu'il ne sortirait pas du commandement intégré de l'OTAN, par exemple. Il a exprimé ce matin, effectivement, sur la question de la Russie. Effectivement, il a dit assez clairement les choses pour lui. Et c'est vrai qu'on voit quelque part peut-être une stratégie, entre guillemets, à la Mélanie, qui est en train de s'affirmer. Ah oui, Bardella suivrait un peu ce sillon creusé par Giorgia Meloni. Il est moins radical d'une certaine façon que Marine Le Pen, qui s'était déjà, elle aussi, beaucoup recentrée par rapport à son père. Mais c'est sûr qu'il y a des différences. Et alors, en plus, vous parliez d'une cohabitation. Par rapport à Emmanuel Macron, c'est énorme. Les différences sont énormes parce qu'elles touchent la présence française en Afrique, elle touche le Proche-Orient, elle touche l'Ukraine, et puis elle touche un sujet qui relèverait de la politique de la politique étrangère pour Bardella, c'est celui de l'immigration, parce qu'il va vouloir évidemment renégocier plein d'accords qui sont passés avec beaucoup de pays, notamment africains. Un dernier mot sur une démission possible, ça c'est possible constitutionnellement. Emmanuel Macron pourrait démissionner. Et je ne vois pas très bien l'intérêt qu'il aurait aussi à le faire, parce qu'en fait, du coup, il resterait dans l'histoire comme celui qui a donné les clés de Matignon à Jordan Bardella. Et là, il a peut-être 3 ans pour essayer de changer les choses. Mais en même temps, je ne sais pas très bien non plus comment ça va se passer en termes de cohabitation. Donc non, tout ça me paraît encore très incertain. Marc Andevelde. Il y a aussi eu des fuites sur le fait qu'il utiliserait l'article 16, moi ou le chaos. Voilà, là, on est dans de la... L'article 16 qui entraînerait... Il a plein de pouvoir. Là, on est sur de la prospective un peu difficile. Non, en tout cas, dans un premier temps, il me semble qu'Emmanuel Macron, il va essayer de jouer le jeu du président cohabitant. Une nouvelle figure de Macron pourrait émerger à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on sait que le chef de l'État a toujours voulu montrer qu'il était, lui, résistant aux différentes épreuves. Dans la mythologie héroïque du macronisme, ça plairait à son dernier carré des fidèles, qui a toujours vu en Emmanuel Macron une sorte de héros. Sur sa route se dressent des obstacles incroyables, le Covid, l'Ukraine et maintenant la cohabitation. Et lui conserve le cap de vouloir réformer le pays difficile à réformer. C'est ça, c'est la mythologie héroïque du macronisme. Vous restaurez peut-être un petit peu son image, puisqu'elle serait plus écornée par ceux qui sont au pouvoir, seraient confrontés aux difficultés, quand lui serait un peu en surplomb, peut-être. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous, Christelle Craplet. Merci Bruno Cotresse et merci beaucoup Marc Andevelde d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.